Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous sommes dans ce forum digital de Share Africa, une plateforme de l'Afrique positive qui se déroulera du 2 au 6 juillet 2021 et qui a pour objectif d'offrir un espace de grande visibilité aux entrepreneurs, économistes, scientifiques, designers, activistes, penseurs, entrepreneurs sociaux, étudiants africains qui proposent des approches résolument innovantes pour aborder des grands enjeux auxquels sont confrontés l'Afrique et le monde actuel. Le forum digital se veut le théâtre d'une émulation fertile et sert de véritable incubateur de collaboration. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent. Dans le cadre de ce forum, nous sommes ravis de vous présenter une session dédiée aux littératures africaines. Et vous le savez, on va commencer par un grand qui nous a laissé beaucoup d'héritage, un héritage absolument incroyable en matière de littérature africaine. Il s'agit d'Amadou Hampâté Bâ, qui a dit « Les Africains ne savent pas résumer. Soit ils racontent les histoires, ou ils ne les racontent pas. » Donc là, ce soir, aujourd'hui, nous allons vous raconter des histoires sur l'Afrique par les Africains, par les auteurs et les écrivains africains. Et pour ce faire, j'ai demandé sans doute aux plus grands connaisseurs actuels de cette littérature africaine. Il s'agit de Boniface Mongoboussa. Il est docteur ès lettres, professeur de littérature francophone. Avec lui, nous tenterons de comprendre cet immense territoire littéraire dont nous ne pouvons pas faire le tour, mais nous allons tenter de vous susciter, de susciter chez vous le désir d'Afrique, le désir de la littérature africaine, à l'image de son ouvrage célèbre maintenant. On attend de la littérature africaine qu'elle soit à la fois exotique et porteuse d'une certaine oralité, conforme au canon classique du marché européen. Cet essai, qui est absolument lumineux, va vous permettre de comprendre un de ces paradoxes qui pèsent sur les auteurs africains et va vous permettre d'en faire un petit peu, si vous voulez, le lien, essayer de comprendre. Boniface, merci Boniface Mongoboussa d'être avec nous dans ce forum digital pour parler d'Afrique et de littérature africaine. Merci surtout à la grande Fatima qui généreusement donne à voir ces talents africains parfois cachés. Merci surtout à vous pour l'invitation. Oh, merci beaucoup. Et alors, la littérature africaine, Boniface, ça fait longtemps qu'on en entend parler, qu'on en parle un petit peu partout. Et finalement, l'objet de ce forum digital, on va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre ce que ça recouvre et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer ou retirer de cette littérature. Et j'avais envie qu'on commence véritablement évidemment par les classiques. Et une phrase qui interpelle beaucoup votre livre, donc il s'appelle Désir d'Afrique, qui est tiré de la préface que vous a laissé le grand Amadou Kourouma, dont on reparlera évidemment largement, qui disait que la littérature africaine d'expression francophone est née finalement à partir de cette négritude. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'y avait pas de littérature africaine avant la négritude? Oh, il y avait de la littérature, il y avait des témoignages, il y avait toute une génération, mais cette prise de conscience, on peut citer quelqu'un qui était militant, mais qui a essayé aussi d'écrire des ouvrages, des brûlots, par exemple Lamine Senghor, pas Léopold Sédar Senghor, mais Lamine Senghor, la violation d'un pays. Il y a eu toute une génération qui prenait la parole, mais en tout cas, cette prise de conscience, disons, moderne, a commencé avec la négritude. Je veux dire, la génération précédente, il y avait des militants. Bon, vous venez du Sénégal, il y a eu toute une génération, même parfois des lettrés arabes qui ont écrit, et ça, on ne doit pas le nier, il y a toutes ces expériences-là. Il y a par exemple un tirailleur sénégalais qui s'appelle Bakary Diallo, qui a écrit son autobiographie pendant la guerre. Il a fait la guerre qui s'appelle Fausse Bonté, mais comprenez, c'était des témoignages, c'était des livres assez militants, alors qu'avec la littérature, avec la négritude, on rentre de plein pied dans la littérature du XXe siècle. Ils auraient pu faire une littérature indigéniste, c'est-à-dire raconter leurs contes, leurs petites histoires du village, leurs veillées. Non, ils ont voulu être résolument modernes, c'est-à-dire que des livres comme
Hostie Noire ou Le Cahier d'un retour au pays natal, c'est des livres qui sont contemporains des ouvrages comme Nadja d'André Breton, ou bien Feuille d'hypnose de René Char. Et donc, vraiment avec eux, on rentre de plein pied dans la littérature moderne. On peut dire que c'est avec la négritude que la littérature contemporaine moderne de nous. Alors, c'est avec eux qu'on rentre dans cette littérature moderne africaine francophone, dites-vous. Oui. Et alors, justement, j'aimerais qu'on commence aussi par peut-être celui qui nous aura laissé, j'allais dire, un des héritages les plus forts, hein, qui est encore, je pense, mérite largement d'être encore, on va dire, largement plus utilisé, peut-être plus diffusé encore. C'est Amadou Hampâté-Bâ, ce Malien exceptionnel, qui a laissé vraiment une empreinte incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire aux nouvelles générations qui ne le connaissent pas, qui pourraient et qui devraient le découvrir justement? Que peut-on dire de Amadou Hampâté-Bâ? S'il y a un classique qu'il faut vraiment revisiter, en premier, c'est sans doute Amadou Hampâté-Bâ, parce que les problématiques justement qu'il pose, auxquelles il était confronté, négociation des identités, c'est les questions des jeunes générations. Je crois qu'il est musulman, Peul, malien. Bambara. Oui, Bambara. Il a fait un travail ethnologique. Il a fait un œuvre d'historien, de mémorialiste. Il était très lié à la tradition. Il n'a renié aucune identité. On le réduit souvent à l'oralité, mais non, au contraire, il est au croisement de plusieurs identités. Et c'est ça ce qui fait le charme d'Amadou Hampâté-Bâ. Je propose d'ailleurs qu'on écoute Amadou Hampâté-Bâ lui-même sur ce croisement d'identité et sur cette recherche. Je trouve que c'est très intéressant. Et en plus, ça fait, je dois dire à titre personnel, ça fait assez longtemps qu'on ne l'entend pas. Je trouve, voilà, les archives existent et pourtant elles sont peu utilisées. Bon, évidemment, il nous a quittés dans les années 90, il y a un petit moment déjà, mais en tout cas, les archives sont là et sont peu utilisées. Donc, je trouve que c'est toujours agréable de l'entendre encore. Donc, en tout cas, je vous remercie de l'avoir mis en exergue. C'est un grand classique qu'il faut redécouvrir. Je suis tout le temps en train de lutter. Est-ce que je suis blanc? Est-ce que je suis occidental? Est-ce que je suis Peul? Est-ce que je suis Bambara? Tellement ces trois ethnies se sont accaparées de moi. J'ai grandi parmi les Bambara. De tous les Peuls de chez moi, je suis le plus Bambara. Je connais toutes les initiations Bambara, contrairement aux enfants Peuls. Alors je connais toutes les initiations. J'ai été en France, j'ai eu des amis, des très bons amis, et j'ai eu affaire à l'administration. Je n'ai jamais eu la prétention de faire école. J'ai eu la prétention d'être moi-même d'abord et d'être sûr que je suis moi-même. Et là, je suis tout le temps en train de lutter avec moi-même, puisque l'école française m'a quand même marqué. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Boniface Moboussa, de ce grand sage finalement, d'Amadou Hampâté-Bâ, grand écrivain s'il en est, avec une plume balsacienne s'il en est, et qui en même temps est resté extrêmement humble. Oui, extrêmement humble parce qu'on l'a réduit à l'oralité, alors qu'il est plus que... C'est vrai qu'il est chante de l'oralité, parce qu'il est né au début du siècle, il a connu cette civilisation-là, il fallait qu'il en témoigne. Mais il a écrit un roman remarquable, L'étrange destin de Vandrin, un roman picaresque, c'est unique dans l'histoire de la littérature africaine, il faut le noter. Et il a écrit des mémoires en Koulel et Oui, mon commandant, qui sont une encyclopédie de la vie coloniale. On n'a pas un témoignage aussi précis et précieux de l'histoire coloniale. Et puis, il y a également son essai sur ce grand maître soufi, Thierno Bokar. Thierno Bokar, son oncle. Oui, c'est ça, son oncle. Et donc, et lui-même, il a dit, c'est-à-dire qu'il a connu Thierno Bokar, il a été le fils et disons, le fils spirituel de Thierno Bokar. Il a été à l'école coloniale avec Théodore Monod, qui l'a beaucoup aidé, il l'a amené à l'IFA. Il a écrit un livre d'histoire sur l'Empire du Massina. Mais comme il le dit, il connaît bien la société africaine, les Bambara, Peul, mais en même temps colonisés. Et c'est fou
de découvrir que lui, il est à la quête de cette identité. Et des gens comme lui, comme Senghor, et même quelqu'un comme Cheikh Hamidou Kane, on connaît. Ah, bah justement, Justement. justement, on va en parler. Merci Boniface de nous suivre. Donc là, évidemment, la transition est toute trouvée avec Cheikh Hamidou Kane et Mariam Abba vers le Sénégal. Parce que justement, ce lien avec Cheikh Hamidou Kane, évidemment, le lien est assez facile à faire parce que l'aventure ambiguë, justement, avec ce personnage qui est complètement perdu, écartelé entre deux éducations, l'éducation occidentale et l'éducation locale africaine Peul. Comment est-ce que justement on peut faire le lien finalement? Quelle était la vision il y a un lien évident à faire entre Ampateba et Cheikh Hamidou Kane sur ce sujet-là. Mais oui, parce que moi, quand j'ai interviewé Cheikh Hamidou Kane, justement, j'avais fait ce lien, il était très ému par ce lien, tout en disant qu'il était très humble, qu'il n'était pas à la hauteur. Mais ça, c'est toujours la marque des grands. Mais le lien était là. L'universalité de l'aventure ambiguë est magnifique. Quand j'ai rencontré Cheikh Hamidou Kane, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit que Senghor, qui était très, très, très proche de Paul Flamand, qui était le fondateur de l'édition de Seuil, voulait à tout prix le publier au Seuil. Et il a été coiffé au poteau, comme il disait lui-même, par Julia. Et il a regretté. Pourquoi il voulait publier ce livre? Parce que quelque part, on lit ce livre tendait un miroir à Senghor. L'aventure ambiguë du Cheikh Hamidou Kane, c'est aussi l'aventure ambiguë du Senghor. C'est-à-dire que c'est un livre emblématique de toute une génération. Et Cheikh Hamidou Kane met le doigt sur cette tragédie que l'on pensait impensable chez Amadou Ampateba. Et c'est pour cela que la question que vous m'avez posée est très importante. Ces livres-là nous parlent, c'est-à-dire qu'ils sont plus modernes qu'on ne le pensait. Et pour la jeune génération, souvent perdue, j'en parle parce que moi-même, mon propre fils est confronté à ce problème d'identité, c'est des livres qu'il faut lire. Ça veut dire que le problème n'est pas nouveau. Et qu'est-ce qu'ils y apprennent finalement? Qu'est-ce qu'ils y apprennent au-delà du fait que c'est un thème récurrent? Qu'est-ce que finalement on peut tirer d'une lecture de ces classiques-là? La grande lecture, ce sont des béquilles, ce sont des armes. Ils nous donnent des armes pour affronter le monde. D'abord, ils nous tendent le miroir sur nous-mêmes. Ils nous ont mis en scène, ils nous ont montré comment nous vivons, que nous existons. Tout à l'heure, parler de Balzac, c'est très important. On est emporté par Balzac, le Paris de Balzac. On abolit son émerveil, mais quelque part, quand on ferme le livre, on se dit, il manque une part de nous-mêmes. Et le grand problème de la littérature africaine, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis en scène nos paysages, nos noms, ça peut paraître idiot, nos noms, nos nourritures, nos danses, nos travers, qui font partie du patrimoine mondial. Le fameux rendez-vous de donner et de recevoir. On ne peut pas seulement recevoir sans donner. Or, nous avons donné à la littérature du XXe siècle une Afrique humaine, une Afrique universelle, aussi locale. Quand on préparait cette émission, vous m'avez dit votre fascination pour la littérature, par exemple japonaise, la littérature américaine, alors que vous êtes sénégalaise, mais tout ça constitue votre identité, ce qui fait que vous naviguez facilement dans le monde moderne. Absolument, absolument. Et c'est vrai que c'est une richesse incroyable hein, qu'on voit par exemple dans Mariam Abba avec une si longue lettre, son ouvrage ô combien célèbre, au moment où justement elle raconte des choses qui se racontaient peu à l'époque, hein, des femmes qui résistaient finalement face à l'adversité, confrontées à un mariage polygame dont elles ne voulaient pas, des choses qui sont résolument modernes, parce que beaucoup de femmes actuelles au Sénégal sont confrontées exactement aux mêmes faits d'ailleurs, l'histoire se répète malheureusement, et qui malgré tout réussit à vivre sa vie malgré tout, et c'est absolument incroyablement moderne, ça résiste au temps et ça voyage extrêmement bien. Donc dans l'histoire, dans ce qu'on peut apprendre, il y a de ça aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il y a une lettre de Flaubert, un de ses correspondants, qui disait « Vivez », je veux dire « lisez ». Ça se paraît paradoxal, parce que quand on lit, on est passif. Eh bien non, quand on lit, on vit, on est dynamique.
Et ça, c'est très important de consulter nos classiques parce que ceux qui nous font bien. Regardez, j'ai fait mes études en Russie, mais vous vous imaginez comment, à partir de la littérature russe, ce pays est devenu mondialement une terre de culture. Rien que par les écrivains, par le Tolstoï. Et nous, on oublie que nous avons un trésor en main. Des gens comme Cheikh Hamidou Khan, comme Mariam Abba, et comme Mpate Basse, ce sont des trésors, nous leur devons beaucoup. Absolument. Et alors là, évidemment, on ne peut pas, on a parlé beaucoup d'hommes pour l'instant, depuis le début de cette émission, et forcément, je voulais qu'on parle un petit peu des femmes. Et c'est vrai qu'il y a un shift quelque part, quelque chose, une bascule. Les modernes, les contemporains, c'est pour ça que je l'ai intitulé les contemporains, les contemporaines, où la prise de parole des femmes, on a des femmes exceptionnelles dans cette nouvelle génération, en tout cas cette génération contemporaine, parce qu'elles ne sont pas toutes jeunes. Véronique Tadio, Fabienne, enfin, on aurait pu en rajouter. Je me demandais justement comment vous expliquer que tout d'un coup, quand les femmes sont arrivées, quand les femmes africaines sont arrivées et qu'elles ont pris la plume, et ben, ça a été une déflagration finalement dans le monde de la littérature, dans le monde littéraire africain. Mais je crois que les femmes ont bénéficié d'un travail de pionnier comme toujours. Il y a des gens, les pionniers sont parfois ingrats, qui ont fait un grand travail. Vous vous souvenez de ce brûlot d'Awatiam, la parole est aux négresses. Vous avez eu des femmes comme Aminata Dramane Traoré, hein, le viol de l'imaginaire, c'est un bon titre. Et donc, je pense que les jeunes Africaines ont bénéficié de ce travail de pionnier et ils ont pris la parole avec une vigueur, une modernité qui aujourd'hui éclate au grand jour. Mais n'oublions pas que ce travail est le fruit d'un héritage. Le travail des dames comme Aminata Sofal, Tamila Boni, même Calix Biala, et qui fait qu'aujourd'hui, les se sont imposés. Je pense que leur mérite réside dans le fait qu'elles ne sont pas contentées d'écrire de la fiction. Elles veulent aussi avoir accès à la parole par le biais de l'essai, du discours. Ça, c'est une prise de parole très, très forte. Vraiment. Oui, on va voir d'ailleurs leurs œuvres. On va voir leurs œuvres parce qu'effectivement, on va commencer par Léonora Miano. Elle a une œuvre qui est vraiment extrêmement riche. Alors évidemment, j'ai mis de côté les essais. Là, je n'ai mis que la littérature et les romans, aussi bien La saison de l'ombre que L'intérieur de la nuit ou Contour du jour qui vient. Comment est-ce que vous analysez alors sa puissance littéraire, son style extrêmement avec une économie des mots fabuleux, un style extrêmement maîtrisé, ça il faut le dire, et en même temps une puissance de narration. Elle nous emmène, alors dans l'un elle parle de cannibalisme, dans l'autre dans La saison de l'ombre où elle explore cette histoire d'esclavage et finalement en partant de ceux qui sont restés finalement et les femmes qui voient leurs enfants partir et sans savoir où est-ce qu'ils iraient, où est-ce qu'ils sont. C'est absolument incroyable. Comment est-ce que vous, en tant que professeur de littérature, comment vous enseignez justement cette parole, cette puissance littéraire incroyable de Léonora Miano? Je pense qu'elle a évité un piège de ne parler que des femmes. Généralement, on réduit... si vous êtes une femme, vous connaissez, c'est vrai qu'il y a une certaine intimité, vous connaissez les poèmes intimes des femmes, vous devez parler des femmes. Alors, je peux leur rétorquer, oui, mais ce n'est pas une femme qui a écrit Madame Bovary ou Anna Karenina. Et je pense que la force de Léonora réside dans le fait qu'elle a évité ce piège-là. Oui, il y a des femmes dans son rôle, mais les problématiques dont vous parlez, l'esclavage, la guerre civile et tous ces problèmes, ils sont souvent des problématiques masculine, elle les prend à bras le corps avec une colère très très froide, je pense aussi. Et je crois qu'elle a conscience de cela. Elle ne veut pas simplement revendiquer la prise de la parole de la femme, parfois elle pense que c'est réductrice, mais en arrière-plan, il y a cela, il y a cette volonté-là de dire nous aussi. Et je pense que nous aussi passe par l'universel
passe par le fait d'embrasser des problématiques qui ne sont pas que féminines. L'idée, par exemple, de la frontière, le problème des identités, de l'esclavage. Et ça, je trouve ça vraiment remarquable. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle elle est extraordinaire dans cette capacité qu'elle a toujours de surprendre. On pourrait mettre aussi Rouge Impératrice avec ce livre. Tout à fait. Elle est vraiment, voilà, elle est toujours, elle est jamais à une surprise près, Léonora Mignano, rarement là où on l'attend. Mais justement. Elle est exceptionnelle. Par exemple, l'idée de l'utopie, oui, vous parlez de Rouge Impératrice, l'idée de l'utopie, une problématique qu'on a trouvée par exemple chez Waberi et tout, elle dit oui, moi aussi je peux la faire. À la Léonora Mignano. Absolument, absolument, absolument. Et alors, donc, on va forcément, là, on va parler de Fatou Diom, qui est aussi, donc, qui est une Sénégalaise, elle, qui, pareil, a une force narrative assez incroyable aussi, et qui explore, elle, encore, et enfin, souvent, en tout cas, et qui a démarré par ça, d'ailleurs, ce thème de l'immigration. Tout à fait. Quelle place est-ce qu'elle occupe, Fatou Diom, dans, on va dire, chez les contemporains de la littérature africaine? Une place très particulière parce que son approche de l'immigration est très fine. Déjà, la préférence nationale, c'est un très beau texte, souvent on l'oublie parce que c'est des nouvelles en France, on n'est pas le pays des nouvelles. Mais la manière assez fine dont elle a abordé la question, par exemple, de l'immigration dans le ventre de l'Atlantique est remarquable ici, là-bas. Et montrer aussi que ce problème est à la fois le problème d'ici et le problème de là-bas. Et ça, je pense que c'est une approche très fine. L'immigration ici n'est pas vécue sous un angle misérabiliste. La modernité aussi de l'Afrique, tout à l'heure, on peut parler de l'élection, vous m'avez dit que vous êtes né à Dakar. Oui, évidemment, quelqu'un qui est né à Dakar est aussi moderne que quelqu'un qui vit à New York. Et donc, son personnage principal, qui suit pratiquement, on dirait, l'Afrique du monde et qui demande à sa sœur de le suivre. On n'imagine pas souvent l'Afrique sous cet angle-là. C'est souvent un peu exotique, les villages, les calebasses, tout ce qu'on s'imaginait. Oui, ça c'est peut-être l'Afrique rurale. Mais l'Afrique des villes est aussi moderne que l'Afrique occidentale. Et je pense que de ce point de vue, Fatou Diom a cassé les clichés, a montré de manière très fine l'universalité du monde. Et je pense qu'il faut saluer cette démarche. Oui, absolument. Il faut saluer la démarche de Fatou Diom qui réussit. Alors, on signale aussi les meilleurs de Sangomar, absolument. Absolument. Ouais. Ça, c'est ce qui est beau chez elle. C'est-à-dire qu'elle n'oublie pas le local. Bon, vous connaissez la fameuse formule de Miguel Tonka, l'universel, c'est le local moins les murs. Oui, elle sait d'où elle vient. Elle sait qu'elle est sereine, elle vient d'un petit coin du Sénégal, c'est très important. Elle porte le Sénégal avec elle, mais le Sénégal est dans le monde. Et ça, c'est vraiment remarquable. Oui, absolument. Et donc, évidemment, moi, je voudrais qu'on passe là à une partie que vous aimez beaucoup, évidemment, pour vous connaître un petit peu Boniface. On sait que vous aimez les parias, les mal-aimés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ceux qu'on oublie. Oui. Voilà. Alors, évidemment, il y en a un qui tient une place particulière vraiment dans votre cœur, on le sait. C'est Tikaya Umtamsi, qui est congolais aussi, et qui, malgré sa grande puissance poétique, n'est pas resté dans l'imaginaire collectif. On parlera de lui, mais peut-être un mot d'abord de cette espèce de comète qui était Yambo Olegam, qui lui était un Malien, avec son ouvrage extrêmement puissant, Le devoir de violence, qui a été introuvable, plus imprimé, voué aux gémonies d'abord et puis après complètement effacé de l'histoire. Comment on explique ce parcours de Yambo Olegam, cet auteur malien? Yambo Olegam a mis tout le monde mal à l'aise. Tout le monde mal à l'aise parce que après les indépendances, on était dans la logique de la construction des pays et il montre qu'en fin de compte, l'Afrique n'a pas attendu plutôt le colonialisme pour connaître la violence.
il sait ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, par exemple, au moment de l'islamisation. Ça a été une violence de l'histoire, ou même avant, l'esclavage. Et je pense que ce discours-là, dans les années 60, 10 ans après les indépendances, 8 ans, ça prend 68, n'était pas audible. Il avait mis tout le monde dedans, les Européens comme les Africains. Et cette radicalité-là n'a pas pu. Et comme toujours, bon, il y a eu cette histoire de plagiat qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on s'inscrit sur le plan simplement de l'intertextualité, c'était un bon étudiant qui avait lu ses classiques et qui faisait du collage ici ou là avec des guillemets. Bon, bref, on ne va pas revenir sur l'histoire. Quand il y a eu cette histoire de plagiat, tout le monde a dit c'est bien fait pour sa gueule, excusez-moi la trivialité de l'expression. Et tout le monde s'est réjoui. Et tout le monde s'est réjoui. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte combien elle était visionnaire. Pourquoi? Parce que je pense que, et c'est là où la littérature est magnifique, la littérature a l'art de remuer, comment dire ça, le couteau dans la plaie. On ne peut pas faire de la littérature avec des bons sentiments et on ne peut pas aussi dire que l'Afrique est vierge, qu'il y a des bons et des méchants. Non, si l'Afrique est humaine, elle est aussi atroce, comme l'humanité. Elle a connu des violences. Et ça, on ne voulait pas l'entendre. On ne voulait pas l'entendre. Mais on signale que cet ouvrage, Le devoir de violence, a été réédité récemment, donc il est à nouveau disponible. Donc il est à nouveau disponible parce qu'on l'a réhabilité au bilan. On se rend compte que bon, cette idée de plagiat est tirée par les cheveux. Il s'inscrivait carrément dans... C'était un étudiant, il ne faut pas oublier ça, c'était un jeune normalien qui, dans les années 70, la question de l'intertextualité était à la mode, la parodie, le pastiche, et il a écrit, c'est un livre d'un étudiant brillant, qui n'a pas oublié ses cours à l'époque. Oui, il n'a pas oublié ses cours. Et alors, parlons de Tikaya Ntansi, auquel vous avez dédié un ouvrage, Le viol de la lune, absolument voilà, merveilleux. On a eu d'ailleurs l'occasion d'en parler. Et j'invite les gens qui ne connaissent pas son œuvre, d'ailleurs, accrochez-vous, hein, soyez prêts à être bousculés, parce que c'est comme ça qu'il était, Tikaya. Comment on explique, lui aussi, est complètement disparu des radars? C'est les sales gosses. Les sales gosses, la littérature n'aime pas les sales gosses. C'est ce qui est arrivé à Rimbaud quand il est monté à Paris, par exemple, chez les beaux-parents de Verlaine, le bourgeois, qui n'avait pas de manière, qui ne respectait personne, qui prenait des gens comme Bonvilliers. Tikaya, c'est le sale gosse. Et on fait toujours payer au sale gosse. Ouais. Je suis vraiment heureux que vous ayez mis les deux en parallèle parce que d'une certaine manière, leur tragédie se ressemble. Ouais. Et on fait toujours payer très cher aux sales gosses. On les réhabite après leur mort, c'est le problème des poètes maudits, mais on n'aime pas, dans un monde plein de consensus, on n'aime pas les sales gosses. Et je peux dire que Yombo Olugem et Tikaya sont les sales gosses de la littérature. Oui, c'est vrai. Et alors, si on connaît pas donc Tikaya, qu'on veut le découvrir, par quoi on commence? Oh, vaste question. Moi, il y a un recueil qui n'est pas très connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle La veste intérieure, qui est très, très intimiste. Je pense qu'on peut prendre La veste intérieure, mais on peut aussi prendre Feu de brousse. Je pense que Feu de brousse, c'est vraiment... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Feu de brousse, je suis d'accord. Vraiment, merci. De toute façon, on réussira à se mettre d'accord assez facilement sur Tikaya. Mais on invite vraiment les gens, si vous voulez, voilà, ceux qui nous regardent, si vous voulez découvrir cette littérature africaine, sortir des sentiers battus et puis essayer de voir des auteurs qui ont pensé par eux-mêmes. Et c'est très important aussi, parce que cette littérature, elle n'a d'intérêt et de sens que quand elle parle d'un point de vue. Et eux, ils avaient des points de vue radicalement différents, ils avaient des choses à dire. Tikaya avait des choses à dire qu'on vous invite. C'était des sujets. Absolument, c'était des sujets, c'était pas des objets. Donc, allez-y. Allez-y. Alors, évidemment, on a parlé là depuis plus d'une demi-heure de littérature africaine et en fait, on a parlé essentiellement de littérature francophone. Je pense que là, à ce stade-là, il faut absolument qu'on parle de littérature anglophone
parce que la littérature anglophone, évidemment, n'est pas en reste. Et on va faire un focus sur 2 pays, immenses pays littéraires, mais on va commencer par le Nigeria, par ces 2 pays-là. Et j'avais envie de vous demander, moi, la première fois que j'ai lu Chinua Achebe, le monde s'effondre, World Falls Apart, j'ai pas été impressionnée, je dois le dire, la première fois que je l'ai lu en français, dans une mauvaise traduction d'ailleurs qui a été revisitée depuis. J'ai pas été impressionnée par cette littérature-là, alors que c'est un monument auprès des Nigérians. Tout le monde m'en parlait, jusqu'à ce que je lise la trilogie de Chinua Achebe en anglais. Comment on explique ce décalage, en fait? Mais vraiment, vous avez mis le doigt dans ce problème capital qui est le problème de la traduction. Je pense que le rendu n'était pas... Moi aussi, j'ai eu cette impression. Je ne dois pas me cacher puisque je l'ai lu aussi en français. Je me suis dit, c'était ça le monde de ces fonds. Oui. Tous les anglophones me parlent. Il n'y a pas que tous les anglophones. Et moi qui ai fait une partie de mes études dans le pays de l'Est, je me souviens, j'étais en visite en Hongrie, il y avait une grande page et où les Hongrois regrettaient le fait qu'ils n'avaient pas eu le Nobel. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai tout relu, y compris les nouvelles. C'est un grand conteur. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre la littérature francophone et la littérature anglophone. Alors que la littérature francophone, parfois, on est dans les pauses, on bavarde. La littérature anglophone raconte d'abord une histoire, raconte d'abord une RS. Et je pense que de ce point de vue, Chinua Achebe a été remarquable. Mais c'est surtout aussi, il a mis le doigt sur un fait capital. Le monde s'effondre, quelque part on peut les soleils des indépendances. C'est-à-dire que, oui, et pour cette génération, c'est vrai que nous, on peut ne pas aimer ce livre, je peux comprendre. Pour notre génération, ce livre nous parle moins. Mais pour la génération qui a connu la colonisation, ce livre était à la fois un témoignage, une philosophie, une réflexion anthropologique, parce que c'est un choc de civilisation, et surtout aussi, c'était une réaction contre Conrad. Il a été surtout lu comme ça. Et de ce point de vue, Chinua Achebe est un monument parce qu'il a eu comme héritier Ngugi wa Thiong'o. Oui, effectivement. Alors, parlons de cette réaction face à Conrad. Et Conrad qui écrit cet ouvrage où finalement il découvre l'Afrique et il l'a fait découvrir aux Européens. Avec, voilà, c'est l'archétype du livre caricatural, si on peut dire, africain. En tout cas, du point de vue de Chinua Achebe, c'est intéressant parce que Achebe lui répond là-dessus. Finalement, il a écrit un texte, évidemment, qui est très intéressant, où il explique à Conrad à quel point, justement, il se trompe dans cette vision de l'Afrique extrêmement condescendante, caricaturale, raciste. Et que finalement, les Africains allaient eux aussi prendre la parole pour s'exprimer à leur tour. Mais bien sûr, parce que chez Conrad, les Africains ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils ont des cris, pratiquement des cris à des animaux. Ils n'ont pas de nom. Ça, c'est le fameux reproche qu'on avait fait à Camus dans l'étranger, où tous les Européens, les gens et l'arabe n'a pas de nom. Donc, mais dans Camus, c'est fait exprès. Dans Camus, c'est fait exprès. Oui, c'est ce qu'on appelle l'inconscient colonial, c'est-à-dire que dans leur tête, malgré leur générosité, tu n'existes pas en tant que sujet. Or, ce que montre Chinua Achebe, c'est qu'ils sont des sujets avec une civilisation. Et que la rencontre avec l'Europe était un choc de civilisation. Le choc ne peut avoir lieu que s'il y a deux sujets en face. Or, tout le travail des écrivains de l'Empire, c'était de nous montrer comme des objets du discours. Oui, absolument. Des objets du discours et pas des sujets. Et alors, évidemment, à côté de Chinua Achebe, il y a Wole Soyinka, lui qui aura le prix Nobel en 86. Wole Soyinka, il a évidemment une part tout à fait à part dans la littérature africaine, et notamment dans sa capacité à mettre en scène. Donc, c'est un homme de théâtre, c'est un dramaturge. Qui va rejoindre évidemment le Kenyan Ngugi wa Thiong'o dont on parlera. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le théâtre de Wole Soyinka dit de l'Afrique
et qu'est-ce qu'il fait dire justement de l'Afrique au monde? Ben, en fin de compte, et ça, c'est un homme féroce, une ironie mordante. On peut dire quelque part, si je peux faire un raccourci, il a fait les soleils de l'indépendance, c'est-à-dire que les indépendances n'ont pas eu lieu. Il y a un roman qui s'appelle Les Interprètes, c'est-à-dire que les intellectuels, les nouveaux, on parle des nouveaux riches, on peut parler aussi je sais pas, il y a eu le nouveau riche africain d'une certaine manière, ces nouveaux intellectuels n'en étaient pas ça. C'était tout simplement des petits suppôts, des petits qui n'avaient que pour ambition d'occuper la place du colon et qui n'avaient aucune envergure nationale. Et de ce point de vue, il était en avance. Je crois qu'on lui a donné le Nobel pour ça. A été très très critique. La mise en scène, par exemple, où il humilie les modernes, par exemple, par les anciens. Hein, le Rion l'appelle un paysan qui ravit la perle à un moderne, alors que lui est arrivé bardé de tous ses diplômes venant d'Oxford et de tout cela. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait qu'il a pris une part considérable, un risque vraiment immodéré dans la guerre du Biafra. Oui, absolument. Oui, et je pense que ça lui a valu. Il s'est impliqué personnellement. Personnellement, d'ailleurs, Gallimard vient de rééditer un autre poète au qui lui est mort pendant cette guerre-là, et je pense que son côté citoyen a beaucoup contribué pour qu'on lui donne, son côté engagé pour dire les choses, pour qu'on lui attribue le Nobel. Alors que Chinua Achebe, lui, avait pris cette pause pour, quelque part, laisser socialiste. Oui, bien sûr, mais en même temps, cette partie, alors, oui, Soyinka Chinua Achebe est un professeur, hein, d'abord, de littérature, qui a le souci de transmettre, hein, qui était très fort en lui. Oui, Soyinka, c'est un révolutionnaire incroyable. Ça reste un penseur et un révolutionnaire unique. Et d'ailleurs, son tacle mémorable, hein, vis-à-vis de la négritude est très connu. D'ailleurs, je propose qu'on écoute la vidéo où justement on va avoir une présentation au moment où de Wole Soyinka et de cette fameuse phrase qui a fait date où il explique que justement contre la négritude que le tigre, vous savez, hein, sa tigritude, ça bondit sur sa proie. Alors, on écoute Wole Soyinka. Oui. Les régimes qui ont confisqué leurs espoirs au peuple vont devoir désormais compter avec des oppositions d'intellectuels. Soyinka est devenu par la force des choses le fer de lance. Son pouvoir visionnaire et sa lucidité, qui lui font, dit-il, repérer le cycle récurrent des stupidités humaines, ouvriront une autre route, celle d'une conscience pour une nouvelle libération attendue de l'Afrique. En ce début des années 60, les indépendances en cascade s'affaissent sous une orgie d'idéologie. Chaque leader va de son ancienne, et Léopold Sédar Senghor impose le concept de la négritude. Dans une phrase qui a fait date, Soyinka tense le président bien-aimé. Et cette phrase assassine qui a désormais valeur d'adage, « Un tigre ne déclame pas sa tigritude, il bondit », ternit l'aura du grammairien poète. Many of us took extreme positions about negritude when we were young. And of course, as we grew older, the position of negritude and our position came closer and closer. In fact, Senghor and I have had lots of discussions about negritude, and he has conceded some of the extremes of negritude, and I have conceded some of the extremes of our reaction to negritude. It wasn't that we ever objected to negritude per se, no. We believe very much in certain unique characteristics of different peoples. I believe very much in the plurality of cultures. In fact, when people talk about globalization of economy, globalization of culture and so on, I always say, I hope it does not mean the end of variety in cultures. And so there's a very distinct kind of black, African, if you like, synthesis of cultural approaches, which you can describe as negritude. What we did not want at the time was a romantic celebration of that essence. It was their theorizing which we objected. Nous avons entendu, hein, sans concession.
Oui, mais en même temps, et c'est ça ce qui est beau chez lui, avec l'âge, leur position se fait. Et ça, il faut rendre hommage à Senghor parce qu'il est le seul sur le continent à toujours accepter le débat, la discussion, etc. Il était quand même chef d'État. Ça, il faut. Et ceux qui l'ont critiqué aujourd'hui, certains sont même risibles parce que sont parfois l'auteur d'un petit texte, parfois un pamphlet, alors que Senghor a pensé toute sa vie avec toutes ses contradictions. Et Wole Soyinka, au soir de sa vie, a écrit un autre livre très important où il disait que Senghor, c'était un homme catholique qui avait toujours le pardon, qui prenait le pardon, et quelque part, il était précurseur de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la vérité et réconciliation. Et ça, c'est Wole Soyinka. On ne retient que le tigre, que sa boutade sur le tigre, mais au soir de sa vie, avec l'âge, il a compris qu'en fait de compte, Senghor était le poète du pardon. Et ça, il faut lui rendre hommage. C'est la noblesse aussi. C'est vrai, il y a une grande noblesse dans ce personnage. Alors, on lui souhaite une longue vie encore parce que le voir et discuter avec lui est toujours un bonheur. Alors, ouais. Chimamanda, la relève, alors évidemment, on n'a pas de place pour vous dire, tant ils sont nombreux, ces auteurs africains exceptionnels. On vous invite vraiment à vous plonger dans cette littérature anglophone, en anglais si vous pouvez, ou en français, parce que toutes ces œuvres sont traduites évidemment depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce phénomène littéraire mondial maintenant, Chimamanda Ngozi Adichie, qui a vraiment fait parler d'elle d'abord par L'autre moitié du soleil, Half of the Yellow Sun, avant évidemment de faire connaître son œuvre à travers Americana. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette puissance littéraire? Et d'ailleurs, on précise qu'une de ses idoles, enfin ces deux idoles sont là, hein, c'est Chinua Achebe et c'est Linka d'ailleurs. Tout à fait. Ben, Chimamanda, c'est la grande royale anglophone. Je l'appelle comme ça, c'est une grande royale. Elle a toujours le problème de son complexe. Et c'est aussi ce qui a fait son succès, c'est qu'elle a pris aussi à bras le corps les problématiques qui jusqu'à présent étaient des problématiques masculines. La guerre du Biafra, par exemple, la manière dont elle revisite la guerre du Biafra est remarquable. Le monde moderne, par exemple, dans Americana, ces identités multiples, même si elle n'en parle pas, mais on le sent. Et je pense que elle sentait que traiter que des problématiques féminines, c'est un piège. Et ça, c'est un classique des minorités. Les minorités est minoritaire, mais la minorité aussi est universelle. Et de ce point de vue, je pense que les Nigérians ont frappé un grand coup. Excusez-moi, l'expression est très bien. Oui, absolument. Absolument. On a beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce récit sur la guerre du Biafra, la petite histoire à travers la grande ou l'inverse, la grande histoire à travers la petite, on vous invite vivement à lire L'autre moitié du soleil, Half of the Yellow Sun. C'est absolument fantastique. Moi, c'est de loin mon préféré. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Non, mais Boniface, on est accordés tous les deux de toute façon. Ouais, c'est normal, c'est normal. On est accordés. Non, cet ouvrage est merveilleux et donc on vous invite vraiment à vous laisser transporter par cette puissance narrative dont vous parliez tout à l'heure justement, Boniface. Les anglophones s'attachent d'abord à l'histoire et racontent une histoire. Et ben dans les œuvres de Chimamanda, vous aurez ça, vous aurez cette histoire avant tout et vous vous laisserez porter sans aucun doute. Et alors évidemment, l'autre pays, le grand pays évidemment de la littérature anglophone, c'est de l'Afrique du Sud, le pays aux 2 prix Nobel qui sont là. Donc j'ai mis entre parenthèses, ce sont les dates de leur prix Nobel, hein. C'est pas les dates de leur mort ou quoi que ce soit, c'est les dates de prix Nobel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette littérature sud-africaine qui est peut-être moins connue d'ailleurs chez les francophones que les autres? Oui, déjà même avant eux, il y avait Alan Platon, le Fleur au beau pays, mon beau peuple, un grand texte. On a Tchaka, par exemple, la meilleure épopée de Thomas Mofolo. C'est vraiment une terre de littérature, l'Afrique du Sud, et ces 3 grands Angleterrains que merci de l'avoir associé, même s'il n'a pas eu le prix Nobel. Moi, je crois que ce qui est beau chez eux, c'est aussi leur courage en dehors de leur talent littéraire, c'est leur courage pendant l'apartheid. Ils ont pris, fait des causes. Absolument. Et ça, il faut le saluer. Il ne faut jamais l'oublier. Absolument.
Et dans les attendus, dans la déclaration, justement, quand Nadine Gordimer reçoit son prix en 91, le comité Nobel dit que son œuvre épique a rendu à l'humanité d'éminents services, en parlant justement de ça. Magnifique, magnifique. Ouais, ça, c'est ça qu'ils ont revendiqué vraiment leur identité africaine. Et ça, il faudrait que l'on soit sensible à cela, parce que nous aussi, quelque part, maintenant, on est majoritaire. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des écrivains blancs, africains, et qui le revendiquent, et que l'on doit associer. J'associerai à ces trois écrivains un Mozambicain qui est Miakoto. Miakoto, absolument. Qui est remarquable. Et donc, je suis vraiment heureux, je suis sensible à... Je ne savais pas que tu allais les montrer, mais c'est vraiment, ça me touche. Oui, c'est normal. C'est normal. Alors, on va passer évidemment aujourd'hui dans cette émission, donc Cher Africa, Forum Digital, en partenariat donc entre Cher Africa et AC55. On va passer aujourd'hui à la relève. Oui. Hein, évidemment, on veut savoir. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez parlé donc d'un Congolais que moi personnellement je ne connaissais pas, donc je suis ravie de découvrir. Parlez-nous de Marius Ndioué, je ne sais pas comment on dit, qui est congolais comme vous donc. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il est très discret. Alors, il a fait une thèse en sociologie à l'université de Nanterre, c'est dans une classe de prépa ici. Mais il a écrit surtout ce livre sur la guerre civile. On l'oublie souvent aujourd'hui que de 97 jusqu'en 2000, le Congo a été endeuillé avec des guerres civiles. Le Congo est une terre violente politiquement. Dieu soit loué, le Sénégal est un pays, un havre de paix. Mais le Congo, non, depuis les indépendances, nous, on a des milices et des guerres civiles. Et on est passé à côté. Il n'y a pas eu un livre qui a essayé de raconter cela. Mais il le raconte de manière très fine parce que Yanki, c'est un terme au Congo qui signifie un bandit, un voyou. Et donc, c'est cet officier sans foi ni loi qui arrive dans un village et qui sème la terreur et qui va se lier d'amitié, ou un jeune garçon va se lier paradoxalement d'amitié avec lui, qui va l'amener dans sa famille. Et donc, c'est à la fois la fable de l'amitié, mais aussi en même temps le problème du nord-sud, le problème ethnique, parce qu'un Yankee, lui, vient du sud, le jeune garçon, il vient du nord. Et je pense qu'il a montré ça de manière très, très fine. C'est-à-dire, par-delà la violence, et comme c'est guerre et paix. Même quand il y a la guerre, il y a toujours la paix. Et on l'a vu, les guerres napoléoniennes, jusqu'au contre Tolstoï, on se tue au front, mais en même temps, il y avait des balles. Et je pensais que c'est un livre qui passait un peu inaperçu, donc il faut vraiment... et vous le direz, vous m'en donnerez les nouvelles, mais je crois que c'est... J'y manquerai pas. Je n'y manquerai absolument pas. Et alors, la relève, elle se poursuit évidemment au Sénégal avec deux auteurs qui nous marquent et qui ont marqué, pas que nous d'ailleurs, hein, beaucoup dans la littérature, dans le monde littéraire. Alors, c'est Mohamed Mbougar Sarr et Elgas. Donc, les deux sont sénégalais, ils ont le même âge, les deux trentenaires, avec tous les deux des styles. Alors, l'un évidemment est un romancier, l'autre est un sociologue essayiste qui s'essaye au roman parce que son nouveau roman qui vient tout juste d'être publié qui s'appelle Le Mal Noir pour Elgas. Je dois l'avoir. Voilà, moi aussi je l'ai. Mais alors, Mbougar Sarr, ce jeune écrivain sénégalais qui est arrivé avec un ouvrage, donc on va voir ses œuvres, Terre Sainte d'abord, qui a vraiment, alors qui parle évidemment du djihadisme au Mali, de cette violence qui est d'actualité, hein, forcément. Alors, ces jeunes-là, ils ont évidemment, comme toujours, hein, les grands écrivains, ils s'inscrivent dans un substrat et ils racontent évidemment leur vie quotidienne et l'actualité. Ils ne sont pas en dehors de leur actualité. Et évidemment, l'actualité de Mbougar Sarr, c'est cette violence djihadiste qui est venue, voilà, qui a mis sous emprise beaucoup de pays, dont le Mali, donc le Mali, le Sénégal. Donc lui, je rappelle qu'il est sénégalais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette littérature? Qu'est-ce qu'il nous dit du monde et de l'Afrique d'aujourd'hui, d'ailleurs, Mbougar Sarr? Mbougar Sarr, je peux en témoigner parce que j'ai souvent modifié ce roman.
on l'a reçu son livre en décembre. C'était vraiment le dernier ouvrage. Alors qu'on avait déjà un nom, je vais taire le nom, mais tous, de manière unanime, le lendemain, on s'est retrouvés au restaurant, tout le monde a dit, vous avez lu ce livre? Et d'autres ont dit, vous, mais je me souviens toujours de l'écrivain tchadien Noël Ndjekili qui a dit, oui, mais vous avez vu son âge? Et on était tous, oui. Et donc, il a fait l'unanimité, et Mbougar Sarr, c'est un talentueux. Vraiment, c'est cette génération sénégalaise qui est comme ça, venue de manière... On pensait que le Sénégal est la terre des poètes, et là, on découvre des jeunes romanciers. Et Mbougar Sarr, il a des problématiques très dures aussi. Hein. Ouais. Il traite aussi parfois des questions d'homosexualité, la question des migrants, dans une langue ciselée. Mais c'est quelqu'un aussi qui a une grande culture littéraire, parce que son dernier roman s'intéresse justement au maudit qui est Yombo Ologem. Donc je pense, on regarde dans la palette des problématiques, le djihad, les migrants, l'homosexualité, l'intertextualité, le clin d'œil aux anciens, aux classiques. Et je pense que, comme on dit, cela va sans dire, on ne peut qu'admirer le talent de Mbougar Sarr, qui est vraiment une promesse. Mais je n'oublie pas non plus Elgas, parce que... Ah bah justement, parlons d'Elgas, avec donc qui a fait 2 ouvrages. Donc un premier, un Dieu et des mœurs, oui. Toujours cette présence africaine, et son dernier qui est un roman, journal, un texte entre à mi-chemin entre le roman et le journal, justement. Mais je crois qu'il y a chez lui le fait qu'il soit sociologue et ethnologue, il y a toujours, et ça je trouve ça assez original, cette idée de la notation. Et ça, les détails sont très importants chez lui. Et c'est ces détails-là qui ont, à l'arrivée, fait une sorte de mosaïque. Et je trouve que dans les 2 ouvrages, je me souviens, j'ai lu les 2, j'ai lu même Le Mal Noir en manuscrit, et donc je connais bien le bonhomme. Lui aussi qui est très discret. Mais je crois que c'est un talent fulgurant, c'est aussi un talent pur. Je suis d'accord. Ouais. Il faut vraiment saluer. Il a un style, un style incroyable. Oui. Il a une précision dans la langue, évidemment une très grande culture littéraire. Ouais. Et il est extrêmement doué, surtout. Il a un vocabulaire, un vocabulaire très. La palette de son vocabulaire, et ça c'est très important. La langue est ciblée, oui, il y a une belle langue. Vraiment une belle langue. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur justement cette relève, cette jeune génération d'écrivains un peu partout? Alors évidemment, on aurait pu parler bien d'autres. Évidemment, on n'a pas absolument pas on sait qu'on ne pourra pas en faire le tour. Hein, ce territoire littéraire est immense, c'est un continent dont on parle. Mais quels sont finalement les enseignements qu'on peut tirer de tout ça, notamment sur cette relève? Qu'est-ce que cette relève nous dit à travers la littérature de l'Afrique d'aujourd'hui? Ben, on est très heureux parce qu'on a été nourri par la littérature. La littérature constitue notre identité. J'ai toujours pensé que au bilan des indépendances, l'apport de la littérature est capital. Et on devait, la plupart des écrivains dont on a parlé, certains sont morts, d'autres ont 80 ans, chez Kamil Khan, etc. Et là, on se rend compte que la relève est assurée. Elle n'est pas que féminine, c'est vrai qu'il y a des femmes puissantes. Et là, on se rend compte qu'il y a des garçons qui arrivent et qui ont fait surtout des grandes études, qui n'ont pas de complexe, qui embrassent des problématiques de la littérature mondiale, et je pense que cette littérature a un bel avenir devant elle. Bien sûr, elle a un magnifique avenir, vraiment. Et alors, si on devait, vraiment, on va faire un jeu, on part sur une île déserte, chacun de notre côté, évidemment, on n'a pas le choix, sinon c'est plus une île déserte. Oui. Qu'est-ce que vous emmenez? Allez, sans faire, évidemment, je sais que vous risquez de vous fâcher avec beaucoup de gens. Oui. Mais si vous deviez partir, je ne sais pas, avec 5 livres. Oui. Afrique anglophone, francophone ou bien... Comme vous voulez, Boniface. Vous partez, vous faites votre sac, vous n'avez, voilà, vous n'avez que ça. Qu'est-ce que vous emportez? Ompateba, les mémoires d'Ompateba, ils vont faire toute l'œuvre d'Ompateba, c'est sur
Oui, Nadine Gordiner. Après, le choix devient très difficile. Moi, je prendrais, comme je suis un colonisé, je prendrais l'aventure ambiguë quand même. Ah oui, oui. Je crois que c'est un lieu atemporel. Je prendrais l'aventure ambiguë d'abord par la force, la pensée, par cette langue jansénite ciselée aussi. Et oui, et bon, vous connaissez mon frère Tchukaya, je prendrais Tchukaya avec moi. Bien sûr. Il est toujours au chevet de lit. Et je crois que je prendrais le vent de l'Atlantique aussi. C'est vrai. Ouais. D'accord. Donc, Fatudium. Bah, très bien. Bah, très bien. Ouais. Tout ça, ce sont des bonnes recommandations. Je pense que ceux qui nous écoutent auront à cœur de voir justement toute cette littérature et toute la diversité, autant de styles. On a fait tous les continents, on a fait vraiment, c'est tous les continents réunis avec ces différents pays, toutes ces histoires de femmes, d'hommes, autant d'histoires qu'il y a d'auteurs finalement, autant de territoires à explorer pour vous. Merci beaucoup Boniface Mongoboussa d'avoir fait ce bout de chemin avec nous. Merci à vous, Fatima, on fait le même travail, celui de donner à voir une Afrique désirable, et je crois que vraiment c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Merci, vraiment c'était très agréable. C'est toujours très agréable de parler littérature, évidemment, et de parler littérature avec un grand connaisseur comme Boniface Mongoboussa, c'est toujours très agréable. Alors, il me reste plus qu'à remercier. Vous étiez simplement une femme journaliste politique, mais non, en fait, de voir c'est la littérature qui est non, mais je peux pas m'en empêcher. Moi, j'aime tout ça. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de frontières, on a dit. Il n'y a pas de frontières. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous suivent? Lisez, lisez tout le temps. Lisez. Lisez, c'est vivre. Lisez, c'est vivre, absolument. Donc, lisez. Donc, on va remercier tous nos partenaires. Merci beaucoup, Mongoboussa, pour passer ce temps avec nous. Merci à tous nos partenaires donc, qui ont fait ce moment avec nous. Merci à RFI, France 24, MCD, Doualia, évidemment, True Africa, Africa Média, Culture, Média, Info. Merci à tous nos partenaires. Merci évidemment à Cher Africa pour ce forum digital dédié justement aux initiatives, à la jeunesse africaine. Et puis, on se dit à très bientôt pour d'autres aventures. Restez avec nous et suivez ce forum digital. Et surtout, lisez. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Ne vous arrêtez pas. Ne faites rien d'autre. Lisez. Merci beaucoup. Merci et à beaucoup. très bientôt. Merci. À bientôt. Merci.